Ça y est, depuis quelques heures, on nous a annoncé le début du déconfinement progressif et les activités sportives vont pouvoir se remettre en place. Pas tout en même temps, bien évidemment en respectant certaines mesures de distanciation sociale, mais ce qui m'intéresse en tant que sportif, c'est de savoir à quel moment, bien évidemment, la compétition va pouvoir reprendre. Alors il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement. La première, c'est est-ce que les athlètes vont récupérer leur niveau de performance habituel, et la deuxième, c'est de quelle manière est-ce qu'ils vont se préparer afin de conserver leur potentiel physique, comment est-ce qu'ils vont pouvoir éviter les blessures. Bien évidemment, la situation est assez complexe à prédire à l'avance, mais on a pour habitude de dire que si on souhaite savoir de quoi est fait l'avenir, il faut jeter un petit coup d'œil dans le passé. Alors, bien évidemment, la situation est assez inédite. On n'a jamais connu pareille situation et donc trouver des exemples, c'est assez compliqué. Sauf que si on fait quelques recherches, on trouve qu'en 2011, la Ligue nationale de foot américain, suite à un différend entre les joueurs et les dirigeants, a imposé un lockout complet qui a duré pendant 5 mois. Autrement dit, les joueurs ont été écartés de leur stade et de leur terrain d'entraînement pendant une période de 5 mois. Je vous montre tout de suite ce qui s'est passé pendant cette période et surtout après cette période. Alors, voici comment se déroule une saison de foot américain en temps normal. Lors du mois d'août, on démarre la pré-saison. Il y a donc environ un mois de pré-saison entre le mois d'août et le mois de septembre. Et pendant cette période, les athlètes réalisent du travail de préparation physique, de la mise en place tactique. Au mois de septembre, la saison démarre et les matchs de la saison régulière durent entre septembre et février. Généralement, début février, la saison se termine. Les athlètes participent, ou en tout cas une partie des athlètes participent au méga événement de fin d'année qu'est le Super Bowl et généralement, après ça, les athlètes ont quelques jours de congé, de repos bien mérités. Dès qu'on arrive au mois de mars, jusqu'au mois d'août, les athlètes participent à des camps d'entraînement, à des activités d'équipe pour maintenir leurs conditions physiques, pour maintenir leur niveau de performance. Alors, entre 1997 et 2002, on a recensé 5 tendinopathies achilléennes, donc c'est une lésion au niveau du tendon d'Achille. On avait 5 tendinopathies achilléennes par an sur l'ensemble des joueurs. Puis est arrivée la saison 2011. Globalement, d'un point de vue temporel, la saison 2011 s'est déroulée de la même façon que les saisons précédentes. Donc la saison 2010-2011 s'est terminée au mois de février. Dans le courant du mois de février, il y a eu le Super Bowl et au mois de mars, une décision est tombée de la part des dirigeants de la NFL. Il y a eu un lockout complet, donc les sportifs ont été complètement écartés de leur infrastructure sportive jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, les athlètes ont repris l'entraînement, un mois de pré-saison et au mois de septembre, la saison a redémarré. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre? Explosion de blessures. 12 lésions au niveau des tendons d'Achille en un mois et les 10 premières se sont déroulées sur les 12 premiers jours. Autrement dit, l'impact du lockout a été très sévère étant donné que le nombre de lésions a très largement augmenté sur quelques jours. Alors n'oublions pas que les joueurs de la NFL, par rapport à Monsieur Tout-le-Monde, présentent quand même un certain nombre d'avantages d'un point de vue physique et sportif. Premièrement, ils sont jeunes, ce sont des sportifs pros, donc par définition, ils sont également bien entraînés. Le point suivant, c'est qu'en tant que joueurs professionnels, ils ont probablement reçu un programme de préparation physique qu'ils avaient la possibilité de réaliser en dehors des infrastructures du club. Et effectivement, le lockout ne concernait que la NFL et pas l'ensemble des salles de fitness et des salles de sport, comme c'est actuellement le cas pendant cette période de confinement. Du coup, on est en droit de se demander, ok, comment est-ce que c'est possible alors d'en arriver à une telle situation, à un tel nombre de blessures dès la reprise de la compétition? Là, c'est difficile d'émettre une réponse avec certitude, mais il y a quand même un certain nombre d'hypothèses. Alors, la toute première, c'est que
Éloigné du club, éloigné de l'émulation du groupe et de la motivation que peut générer la compétition, certains athlètes ont diminué leur niveau d'hygiène de vie de manière globale. Et j'entends par là au niveau de la qualité de l'alimentation et du volume de repos, de sommeil en particulier. La deuxième chose, c'est qu'il est tout à fait envisageable que certains athlètes n'aient pas respecté le programme de préparation physique. Dans la mesure où ils ne sont pas surveillés, ils ne sont pas en club, on ne peut pas être certain que tous les athlètes ont réalisé le programme de préparation physique de manière complète. La troisième possibilité, et à mon avis c'est certainement la plus importante, il est tout à fait possible que le programme de préparation physique ne soit pas spécifique. Et on sait qu'un programme d'entraînement doit être particulièrement spécifique si on veut que les adaptations surviennent au niveau de notre corps par rapport à notre spécialité sportive. Je m'explique avec un exemple. Imaginons, je suis joueur de foot et pendant cette période de confinement, j'ai continué à m'entraîner. J'ai fait des footings réguliers entre 8 et 12 km à des allures variées et j'ai également fait un petit peu de travail de renforcement musculaire, de la ceinture abdominale, des muscles lombaires, un petit peu les bras et les épaules pour être solide dans les contacts. J'ai essayé d'envisager pas mal d'aspects de la préparation physique. Si on analyse ce programme d'entraînement que je viens de brosser brièvement, qu'est-ce qui nous manque par rapport à une situation de match? Il nous manque des shots d'intensité élevée, en particulier si je suis quelqu'un qui frappe des coups francs, quelqu'un qui frappe des pénaltys, et il nous manque également des changements de direction. Le changement de direction, c'est un effort qui est bref, qui est violent et qui est extrêmement sollicitant d'un point de vue musculaire, articulaire et ligamentaire. Autrement dit, pendant toute cette période de confinement, malgré le fait que je me sois entraîné, les sollicitations que j'ai imposées à mon corps ne sont pas les sollicitations que je vais retrouver dans la compétition. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour lutter contre ces différents problèmes? La première solution, c'est de pouvoir reprendre dès que possible un entraînement qui soit spécifique. Autrement dit, actuellement, par exemple, le tennis peut reprendre ses activités et donc, moi, je vous suggère vraiment aussi vite que possible d'aller un petit peu taper la balle. Deuxième chose qui est importante, il faut que la reprise soit progressive, aussi bien en intensité qu'en volume. Autrement dit, les premières frappes de balle vont être relativement modérées, mais les situations de match que vous pourriez faire avec un partenaire à la reprise doivent être aussi limitées dans le temps. Faites pas des matchs en 5-7. Ces principes, bien sûr, ils sont également valables pour les volleyeurs, pour les handballeurs, pour les basketteurs, pour les joueurs de golf. Toute discipline fonctionne sur le même principe. Une troisième solution pour lutter contre ce problème, c'est bien évidemment de respecter une hygiène de vie de manière globale. Et j'entends donc par là qu'il faut absolument respecter des périodes de repos. Rappelez-vous des grands principes de planification d'entraînement. Après une période de sollicitation de notre corps, on doit absolument avoir une période de repos. C'est à ce moment-là que le corps se reconstruit, c'est à ce moment-là qu'il progresse. Et n'oubliez pas non plus de respecter une certaine hygiène alimentaire. Et là, je parle en particulier de l'hydratation. N'oubliez pas qu'un tendon qui est déshydraté, c'est un tendon qui aura tendance à souffrir, un tendon qui aura tendance à se léser. Voilà, j'espère que vous pourrez respecter ces principes de reprise de l'entraînement. Je pense que ce sera extrêmement bénéfique. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et en particulier s'ils sont compétiteurs et qu'ils vont être soumis à des sollicitations intense. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici quelque part en dessous. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bonne reprise à tous. Ciao!